À 60 jours du 31 décembre, nous vous proposons notre épisode 231 enregistré le 31 octobre. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous dès maintenant à ce podcast ou cette chaîne YouTube et assurez-vous d'être notifié de nos prochaines publications. Au sommaire de cette revue de presse web et techno, un nouveau drone chez DJI, la Libra lâchée encore un peu plus, un comparatif Porsche-Tesla qui fait un peu jaser, Porsche qui a d'ailleurs déposé un brevet un peu spécial, le piratage supposé de WhatsApp, une visite du Swiss Caravan Salon et les AirPods Pro d'Apple. Je vous présente nos chroniqueurs du jour dans quelques secondes. Les habitués, à mon avis, ont compris que parmi les chroniqueurs du jour, il y aurait un helvète. C'est un petit peu obligé. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Thierry Weber, le Vaudois est parmi nous, Xavier est également de la partie pour cet épisode. On va parler de technologie bien sûr, on va parler van aussi, et ça tombe bien puisque justement Thierry, tu nous parles depuis ton van aménagé en studio mobile, ce qui est plutôt original. Tu te trouves où là pour l'instant ? Alors je suis dans la campagne vaudoise et puis j'ai une bande passante qui me permet très très bien de vous entendre passablement bien. Désolé pour la qualité de l'image. Et puis effectivement je suis en compagnie de Yoko. Allez, je fais péter le budget son et lumière pour pouvoir vous donner un petit aperçu de mon studio mobile, puisqu'effectivement en face de moi de l'éclairage, un vrai micro. Je crois que j'ai même un meilleur setup que quand je suis à la maison. Par contre, t'as moins de bande passante, du coup, ce qui fait que on peut pas tout avoir. Quand tu lances ton light show, parce qu'on peut appeler ça comme ça, du coup, on perd un peu en qualité, encore un peu plus en qualité d'image. Les algorithmes ont un peu de tendance, enfin, en tout cas, quelques difficultés à suivre. Mais bon, ça va, on a du son. Je vais ranger la télécommande. J'y touche plus. Ça va. Donc, pour ceux qui ont l'image, effectivement, le volant du véhicule se trouve dans ton dos. Tu t'es tourné, t'as tourné ton siège. C'est ce qu'on appelle un fourgon aménagé. Maintenant, on trouve ça sur les marchés. On en parlera sans doute un peu plus tard dans cet épisode, puisqu'il y a eu un salon qui a traité du sujet en Suisse. De taille, on va dire, plus raisonnable que le grand salon français du Bourget, dont on a peut-être déjà parlé d'ailleurs avec toi dans un épisode, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est aussi de la technologie, il y a de la technologie là-dedans, il y a des trucs à dire, et on va en parler dans cet épisode. Xavier est là également avec nous, lui, c'est d'habitude dans son grenier. J'ai l'habitude, mais je me remets encore très difficilement de mes éclats de rire à vous écouter dans l'épisode précédent. Marc, merci, vous avez fait ma soirée ce jour-là, c'était vraiment... Cet épisode est épique, je vous renvoie à l'épisode précédent. En fin d'épisode, il y a un double oui mais non, avec un sondage à la clé d'ailleurs. N'hésitez pas... La majorité a tranché quand même. Hein. Oui, donc on sait maintenant ce qui changera la face du monde, mais enfin, on n'en dit pas plus. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, ça reste intemporel, on peut le dire, c'est clair, et ça rentrera évidemment dans les annales de ce podcast. Je voulais dire un grand merci aussi à ceux justement qui ont participé de manière indirecte en commentant cet épisode la semaine dernière, enfin tout au long de cette semaine. Il s'agit de Cubignol, Natacha Guillouis, Tiger Fab, Thierry Lecomte, Vianney Madeline, Éric Bourdin, Lydis Home Lingerie. À mon avis, c'est un pseudo. Damien Vigneron, Laurent La Hulotte, Métro, là aussi, à mon avis, c'est un... Voilà. Abdoul Sissoko, Yacine Belalia, qui nous écoute depuis l'Algérie. Salut l'Algérie. Oui, mais non, il y a quelqu'un qui a pris comme pseudonyme notre rubrique. Oui, mais non, c'est quand même assez vrai. On fera bientôt des t-shirts, oui, mais non, vous allez voir. Alimoun. Oui, sinon, on peut faire autre chose que des t-shirts. Oui, aussi. Alimoun, Aforneo, Vincent Robert ainsi que Battant, un ami suisse, un auditeur suisse, Thierry, qui nous suit depuis très longtemps maintenant et qui commente régulièrement les épisodes des Technos sur notre page web, sur lestechnos.be. Voilà, je pense que j'ai cité tout le monde. Si j'ai oublié quelqu'un, j'en suis désolé. En tout cas, on a lu les commentaires. Ça a été, j'ai même vu Sébastien répondre à pas mal d'entre vous sur notre chaîne YouTube, entre autres. Donc voilà, je pense tout le monde est servi. On peut entamer notre abécédaire si vous voulez bien.
avec la lettre A comme Apple, c'est un peu l'information, on va dire, classique, technologique de la semaine, mais qui a quand même fait un petit peu de couler d'encre, on va dire, si on parle à l'ancienne. Apple qui dévoile de nouveaux AirPods Pro. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'ils ont de Pro, hein, le suffixe Pro est un petit peu... c'est un petit peu galvaudé depuis pas mal d'années. C'est une révolution. C'est donc forcément une révolution, Xavier. En quoi ces AirPods sont-ils pro ? Alors, je parle pas souvent d'Apple, mais cette fois-ci, j'ai relevé la news parce que d'une part, ça parle pas vraiment du système d'exploitation ou autre. C'est plutôt une prouesse technologique que j'ai relevée. Donc, en fait, Apple a annoncé un petit peu par surprise dans un communiqué les AirPods Pro. Donc, ce sont ces fameux écouteurs sans fil, très discrets, qui sont dans cette version-ci intra-auriculaire, c'est-à-dire que donc on va pouvoir les mettre un peu mieux dans l'oreille. Il va y avoir ce fameux petit bout de caoutchouc en 3 versions différentes qui va pouvoir permettre à l'oreillette de s'adapter parfaitement aux oreilles. Dans cette version, on a également le noise cancelling, qui est un noise cancelling actif. Donc, on a réduction de bruit qui est plutôt réservée d'habitude au casque. C'est pour ça que je trouve que dans un si petit appareil, c'est quand même déjà une belle prouesse. D'autres fonctionnalités, c'est par exemple le mode transparent qui va permettre d'annuler l'effet d'isolation des écouteurs intra pour que vous entendiez ce qui vous entoure grâce au micro qui se trouve à l'extrémité des petites pointes de ces écouteurs. Petites pointes qui d'ailleurs sont beaucoup plus courtes que sur le modèle précédent et qui sont maintenant plus en oblique pour tenir mieux aux oreilles d'après ce qui est mentionné. Donc j'ai parlé des 3 tailles avec les petits coussinets. J'ai même cru voir, mais ça c'est à vérifier, que il y a une fonctionnalité qui permet à l'utilisateur, grâce à un test actif, de vérifier quel est le petit coussinet. Je ne sais pas comment ça s'appelle, j'appelle ça un coussinet, mais qui permet de convenir le mieux à votre oreille. Donc c'est pas seulement à la sensation que vous allez choisir votre AirPod, c'est vraiment avec une petite fonctionnalité qui va vous permettre de tester ça. Ça, c'est à vérifier. Je l'ai vu passer, mais je n'ai plus retrouvé cette news-là. Alors, au niveau hardware, on a une égalisation adaptative et une puce H1 qui va permettre de gérer toute l'interaction avec iOS. La petite tige, donc, qui est plus petite, est tactile, donc ça va permettre par exemple de changer de mode de réduction de bruit, et l'autonomie pour ce petit truc est quand même de 4h30 avec la réduction de bruit. On va pouvoir le charger dans la boîte de rangement également, et le tout va être vendu à partir de 279 € et c'est disponible depuis hier. On est le 31 du 10, donc c'est depuis le 30 du 10. 279 € avec la boîte de rechargement incluse, hein, quand même. Tout à fait. Donc, c'est quand même pas donné. Hein, ça fait quand même... bon, voilà, ça fait quand même 140 € l'oreillette, quoi. Si je puis me permettre. L'oreillette et le micro, parce que ça fait micro en même temps, si je dis pas de bêtises. Hein, c'est vraiment... voilà, c'est complet, quoi. C'est les AirPods, je pense, effectivement, puisqu'il y a les fonctionnalités Siri et ce genre de choses. Donc, effectivement, il y a le micro comme... Qu'en pense Thierry Weber, Apple fan de longue date? Je me suis retenu parce que j'avais une pensée de sa langue. Je me suis dit, plus c'est court, plus c'est cher avec Apple. Alors, je ne sais pas si c'est proportionnel à la longueur de ce petit ergot. Non, là, j'ai de la peine. J'ai beaucoup de peine. Hein. Moi, je suis un fanboy de Apple, hein, je le cache pas, mais déjà avec les AirPods précédents, je les ai pas achetés, je les ai pas acquis parce que je trouve un peu abusé la gamme de prix qui est proposée. Mais là on va dans la couche au-dessus. C'est quand même spécial aussi, comme il a été dit, d'oser appeler ça pro. On arrive dans une gamme de prix quand même où là, par exemple, pour être un fan de l'annulation de bruit, moi j'adore et je suis vraiment tombé en amour de mes Bose qui me quittent jamais quand je prends l'avion, parce que effectivement pour un long vol, bien au-delà des fameuses 4 heures et quelques, je vais pouvoir avoir l'impression d'être dans une salle vide, ou en tout cas beaucoup plus calme qu'une carlingue d'avion.
Ouais, j'ai de la peine avec le prix, là, mais il faudrait essayer, il faudrait voir. Je pense que ça tient la route techniquement, connaissant Apple, ils ont sûrement assuré. Faudra le comparer aussi, ce qui n'est pas notre cas. Enfin, en général, nous, on fait pas de tests, d'AB tests de ce type-là. Et on laisse ça à d'autres chaînes qui sont très spécialisées et qui vont certainement faire des trucs très intéressants et rendre des rapports, on va dire, intéressants. Faut les écouter. Voilà, c'est comme toujours avec l'audio. Il faut aussi s'y faire. Il faut voir si ça va rentrer dans l'oreille, comme on dit. Donc voilà. Bon, moi, je trouve que c'est un peu dommage d'utiliser le terme pro un petit peu à tout bout de champ. Il y a du bruit dans le couloir, c'est chez moi, à mon avis c'est les enfants qui cherchent les bonbons. C'est un peu Halloween, hein, donc ça hurle dans le couloir, donc voilà, si je fais le vilain méchant, vous aurez compris pourquoi, et j'ai pas de bonbons, donc voilà. J'ai une émission à te dire, mes enfants. Oui, c'est ça. Donc, on verra ce que ça donne. Ça va donner. Moi, je suis toujours étonné quand même par le prix aujourd'hui de ces écouteurs. Quand on est professionnel du son et qu'on utilise des écouteurs un peu comme ceux que tu as sur tes oreilles, déjà, je crois que c'est dans des HD25 de Sennheiser, je pense, ou qu'on utilise des choses comme ceci, hein, le DT770 ou autre, et qu'on voit ce genre de produit qui coûte 2 fois plus cher. On se dit, mais où est la logique? Alors, je continue à penser que la logique est justement dans cette fonction un peu magique, il faut le reconnaître, de suppression de bruit ambiant, qu'on n'a pas évidemment sur des casques audio professionnels. Xavier. Moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est que dans les différentes news que j'ai parcourues, en fait, on parle pas de la qualité sonore, on parle juste de la réduction du bruit. Oui. Mais on ne vous dit pas si le casque est vraiment une sonorité parfaite et tout ça, parce que c'est quand même le premier objectif des écouteurs, d'après moi, c'est d'avoir une qualité de son irréprochable. Oui. En tout cas, à ce budget-là, on peut s'y attendre, quoi. Et c'est du Bluetooth. C'est ça, n'oublions pas. Bah, donc voilà, c'est à tester. Hein, si vous avez l'opportunité de les tester, testez-les avant de l'acheter quand même, parce qu'à pour ce prix-là, je trouve qu'on peut quand même un petit peu les essayer, quoi. C'est pas un achat qu'on fait comme ça sur un coup de tête, quoi. C'est voilà. Je pense, en tout cas. On peut passer à la suite? Oui, c'est bien, c'était bien. Oui. Je crois qu'on a bien fait le tour de cette question-là. On s'est fait plein d'amis. Et c'est pas terminé. Oh non, je pense. C'est comme comparatif. Justement, tiens, voilà quelque chose qui va peut-être faire râler les fans de Tesla. On parle d'un comparatif Tesla versus Porsche, Thierry. Oui, comme si ça ne suffisait pas, on refait le comparatif, mais cette fois-ci, c'est nos copains, les célèbres animateurs et producteurs de l'émission Top Gear. Vous savez, ils ont cette faculté de rendre vraiment intéressant, captivant tous les tests produits, enfin de véhicules, hein, pour parler plus précisément. La version britannique à la sauce anglaise. Oui, c'est ça. C'est toujours très très intéressant à voir et c'était assez étonnant de les voir partir de nouveau dans ce test qui, me semble-t-il, avait déjà été fait, qui avait déjà créé des remous, mais là, ça y est, c'est officiel. Les fans de Tesla commencent sérieusement à la trouver saumâtre, puisque tout porte à croire que la petite Porsche, la petite Taycan, si tant est qu'on peut appeler ça une petite Porsche vu son prix, eh bien, elle en a sous le capot. Elle assure, elle est vraiment très très performante. Et puis, elle permet aussi un petit peu de secouer l'avance technologique, puisque l'écart se creuse. Hein. La Tesla présentée en question date un petit peu, puisque on n'a pas vu 15 000 modèles chez Tesla, et puis on connaît les soucis qu'ils ont de livraison. Il faut aussi produire ces voitures, et puis le R&D, la recherche et le développement, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et l'argent, Porsche en a et le montre au travers de cette vidéo, ma foi, assez sympathique pour faire grincer des dents des fanboys de la Tesla. Alors, c'est assez marrant. Moi, je vous parle des aspects technologiques parce qu'effectivement, j'ai connu la marque de Ferdinand. Je suis un amoureux du châssis de la 911, donc la Taycan et tous ces gros SUV me parlent plus du tout parce que c'est contre nature de ce qu'avait fait Ferdinand Porsche à l'époque. Mais plus sérieusement... Sauf peut-être dans sa période de char d'assaut. Oui, il y a un peu de ça. Une 911 turbo avec une boîte 4 vitesses manuelle, c'est
quand même quelque chose qui marque son homme. 360 chevaux qui arrivent là tout de suite en appuyant sur la pédale. C'est quand même des belles sensations et vous chopez le virus à reconnaître dans la rue le bruit d'une atmosphérique versus celle d'une turbo. Je préfère la seconde, hein, pour la petite histoire. Non, alors, pour revenir sur ce test, moi je voulais juste dire à tous les fans de Tesla qu'on oublie quelque chose, parce que c'est bien joli ce test entre Porsche et Tesla, mais le grand gagnant dans l'industrie de la voiture électrique, du véhicule électrique, c'est ni l'un ni l'autre. Hein. Tesla est encensé, très visible, très médiatisé, mais aussi très critiqué. Et puis pendant ce temps, il y a des acteurs qui, l'air de rien, avancent très très fort. Là, je pense à plein de marques qui commencent à faire parler d'elles sur des résultats qui vont tous nous parler. C'est le nombre de véhicules vendus, c'est le prix auquel on peut accéder à ces véhicules. Et puis il va falloir aussi compter sur l'innovation qui pointe son nez, puisqu'effectivement, là, je vous ai pas sorti les références parce que, faute de temps, j'ai pas pu tout bien préparer. Eh bien, certains commencent à parler de batteries vraiment très, très performantes. On parle de l'aluminium comme métal, comme conducteur, comme élément de stockage, où là, on va sur des capacités de malade en matière d'autonomie. Alors, tout ça, le comparatif Tesla-Porsche, c'est juste pour se faire plaisir le temps d'une émission. Allez voir cette vidéo de chez nos On met le lien, comme d'habitude. Voilà. Mais après, je pense que vous avez meilleur temps d'aller voir un autre concessionnaire, puisqu'il y a de très très beaux véhicules électriques qui commencent à être vraiment abordables. C'était juste pour remettre un peu de l'huile sur le feu à tous mes amis qui adorent la Tesla. Je vous salue. C'est bien de rappeler, et souvent on parle de véhicules électriques, hein, ici tu le sais bien, et c'est bien de rappeler qu'il y a également de plus en plus de véhicules accessibles en électrique, que ce soit au moyen des différentes aides nationales, en fonction des pays, etc. Il y a des incitants pour passer à des véhicules moins polluants. Donc en fonction des aides qui sont proposées et des pays, vous avez plus ou moins un marché qui commence à s'étoffer et qui commence à devenir intéressant en véhicule électrique. Là, on est sur du véhicule de luxe, de loisirs, tout ce qu'on veut. On est à plus de 100 000 €. Hein, donc, voilà, on est dans la démesure. Donc, c'est un bel exercice de style, on va dire. On peut en rêver, on peut le regarder, être admiratif, tout ce qu'on veut. Mais d'un point de vue purement pratico-pratique, il ne faut pas s'arrêter à ça en disant l'électrique, c'est pas pour moi, j'ai pas les moyens. Tu vois ce que je veux dire? Il faut passer au-delà de c'est comme si on regardait une Ferrari, qu'on disait la voiture c'est pas pour moi, je peux pas me payer une Ferrari, quoi. C'est alors qu'il y a pléthore de véhicules accessibles à différents prix, donc voilà, c'est bien aussi de le rappeler, et on ira jeter un petit coup d'œil sur ce comparatif. C'est toujours assez rigolo à regarder ce genre de bêtises. D comme drone, parce qu'il me semble qu'effectivement il y a de la nouveauté de ce côté-là. J'ai vu passer le drone en question, grand comme ma main. En tout cas, c'est l'image que j'en ai vue, Xavier, ce drone signé DJI. C'est vraiment tout petit, hein. Donc c'est un tout petit drone. Que DJI a annoncé, c'est le nom le dit lui-même, c'est le Mavic Mini. Donc c'est une version compacte et plus abordable du Mavic Air ou du Mavic Pro. L'annonce a lieu à peu près en même temps qu'on apprend que le Spark va quitter le catalogue. Donc le Mavic Mini sort, lui, mais en fait ça n'a de Mavic que le nom et les bras pliables, puisqu'il n'a pas tous les capteurs d'évitement d'obstacles que ses grands frères ont, à l'exception du capteur optique inférieur qui permet de faire un décollage et un atterrissage sans souci. Il est par contre beaucoup plus léger, donc il fait 249 grammes. Donc il y a par exemple, grâce à ce poids-là, pas besoin d'avoir une formation de pilotage en Grande-Bretagne ou aux États-Unis, alors que par chez nous, c'est plutôt 800 grammes. Il y a une autonomie annoncée de 30 minutes, donc ça c'est fort similaire à quelques minutes près aux autres modèles. Ici, la connexion ne va pas se faire en 2.4 GHz, elle va se faire en Wi-Fi. Elle nécessite du coup
aussi une télécommande qui est branchée au smartphone. La portée annoncée, elle, est de 2 km, ce qui reste quand même fort important pour un appareil de cette taille-là, et qui de toute façon ne permet pas de respecter les règlements, puisque normalement on doit voler à vue. Alors l'app mobile qui permet de gérer ça a été fortement simplifiée, puisqu'on ne retrouve pas toutes les fonctionnalités qui sont liées au capteur et au sonar. Donc, par exemple, le pilotage par geste, la prise de photo quand on fait un certain mouvement, le follow me, tout ça sont des fonctionnalités qui ne sont plus disponibles. Par contre, la caméra reste quand même assez correcte avec un capteur CMOS de 12 mégapixels. Il y a un objectif de 83 degrés qui est équivalent en photo d'un 24 mm avec une ouverture de 2.8. On peut plus filmer en 4K. Par contre, là, on va pouvoir filmer en 2.7K à 30 images secondes, ou alors en 1080p à 30 ou 60 images par seconde. Alors, ce nouveau modèle qui, d'après moi, est vraiment destiné à des personnes qui veulent commencer à prendre de la vidéo, mais c'est clairement un hobby. Ça, pour moi, on reste dans une gamme qui est fort similaire au DJI Spark, donc c'est plus pour un petit hobby que pour faire vraiment une utilisation plus professionnelle, comme le permettent par exemple le Mavic ou le Mavic Pro. Voir les dernières versions. Ici, on est sur un tarif de 399 € sur le DJI Store, et avec le Fly More Pack qui fournit des hélices comme d'habitude en supplément, avec 3 batteries, la station de charge et une sacoche. Là, on est à 499 €. Donc, ça reste un jouet qui est pas donné, mais bon, on connaît la qualité des drones DJI et les prouesses technologiques qu'ils rassemblent dans un petit engin pour ce prix, ça m'a toujours impressionné malgré tout, même si c'est un budget. Je pense que les youtubeurs qui sont fans de paysages et justement de la fameuse fonction Follow Me resteront sur le Mavic, hein, soyons clairs, mais qu'effectivement il y a moyen peut-être de s'entraîner, d'essayer des choses avec ce petit appareil ici, qui est quand même un petit peu moins cher, hein, il faut le reconnaître, qui a moins de fonctionnalités, mais qui permet de prendre un peu le truc en main, voilà, de se faire plaisir aussi, peut-être avec un objet qui est plus compact, plus facile à transporter. Les précédents, il faut pas se mentir, ils étaient quand même déjà bien compacts. Hein. Enfin, c'était un des points forts de cette. Ici, c'est vraiment, on peut l'emporter. Ici, on peut le mettre quasiment en poche, enfin, il faut des grandes poches. Mais ceci étant dit, quand on regarde ce qu'ils proposent, enfin, les images, elles ont pas été bidonnées, je pense. Quand on regarde sur leur site internet ce que ça rend, c'est plutôt pas mal, quoi. C'est très sympa. Il y a même une stabilisation aussi. Mais voilà, la qualité ne sera pas celle qu'on peut s'attendre. C'est un autre prix. On peut s'attendre avec un modèle différent, quoi. Je sais pas ce qu'en pense Thierry. Tu as un drone, toi, hein, Thierry, je pense, non ? Oui. Alors à bord de Yoko, j'ai effectivement un drone. Et puis, j'étais parti moi sur le Spark pour des questions de taille. Et puis je le trouve déjà presque trop petit. J'aurais de la peine à aller vers du plus petit. Je peux comprendre, ça peut correspondre à véritablement une demande du marché. Mais en même temps, je vois pas mal fleurir de projets sur Kickstarter, sur des drones. On les a tous vus, hein, ces fameux pliables, ces trucs super protégés qui marchent même à l'intérieur et qui sont faits pour du selfie, qui sont faits pour se faciliter la vie, là où il suffit de demander à quelqu'un de nous photographier. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais j'aime bien quand même avoir effectivement ces différents capteurs au bord du Spark. On les a, on a l'évitement, on a le Follow Me, on a effectivement une qualité moindre, mais de temps en temps je calme mes copains qui se disent vouloir acheter plus gros, plus cher, plus conséquent en matière de qualité d'image. Si c'est pour terminer, je mets des grosses guillemets, à diffuser ces images sur des réseaux sociaux, sur du YouTube, le Spark pour mes besoins me va très bien. Là, je suis épaté par contre par l'autonomie. Là, on parle de 30 minutes, là où on est plutôt autour des 15, 18, voire 20 minutes sur les autres modèles. Alors peut-être
moins sur le Spark, on est plus vers ces autonomies, ces niveaux d'autonomie que sur le Mavic, où là peut-être on est aussi presque autour des 30 minutes, mais c'est toujours là où le bas blesse, hein, c'est le temps de vol. Peut-être qu'en ayant viré tous ces capteurs, on arrive à augmenter la capacité. C'est peut-être ça le secret de cet appareil. Oui, sans doute, et voir les conditions climatiques aussi, hein, par grand vent, on parlait de stabilisation, des choses comme ça, il faut voir ce qu'on lui fait faire à ce petit appareil, hein, c'est vrai. Il reste très efficace par rapport au vent, hein, donc on peut voler vraiment même quand il y a du vent, comme avec les autres modèles. Et une précision que je n'avais pas donnée, c'est au niveau de la taille. 14 cm quand il est plié en longueur, 82 cm et 57 en hauteur, c'est quand même rien du tout. Hein. Oui, non, c'est bluffant, quoi. C'est une fois de plus, et moyen vraiment de s'amuser. Et quand on a des autonomies si courtes et qu'on a quand même envie de faire des belles images et de pas se louper, hein, parce que c'est pas pour le plaisir de piloter, hein, pour ce coup-là, c'est vraiment des appareils photo volants, quoi, hein, en gros, ou des caméras volantes, quoi. De flycam, comme ils disent. Oui, c'est ça, des flycam, comme on disait hein, il y a une époque. Le temps compte, donc on doit un peu plus s'entraîner, il faut plus pour pas perdre trop de temps, avoir des batteries, parce que les batteries coûtent cher aussi, ou batteries de remplacement, etc. Pour vraiment faire les plans qu'on a envie de faire, les belles images, etc. Il faut prendre le temps, à mon avis aussi, de s'en servir. Donc tout ça rentre aussi en ligne de compte quand on fait le choix de ce type d'appareil, effectivement. Je pense qu'on peut passer à la suite. Comme énergie, parce que moi j'étais tombé sur cette news et je l'ai partagée avec mes petits camarades, sur ce Belge qui est ingénieur mais qui a plein de cartes de visite différentes, qui a construit sa propre centrale électrique pour l'envoyer au Sénégal, Xavier. Effectivement, Cocorico, c'est un petit projet belge ici et liégeois pour être plus précis. Donc c'est le projet ici dont on parle, c'est une centrale électrique solaire mobile tout en un qui prend la direction du Sénégal, puisque c'est Laurent Minguet qui va équiper une de ses résidences hôtelières qui est composée de 15 bâtiments et de piscines. Et le but de cette centrale est de les alimenter et de rendre ce parc résidentiel totalement autonome du réseau électrique. Donc le but est de fonctionner jour et nuit avec cette centrale. Alors elle a été conçue à Liège, elle est composée de 16 panneaux solaires, d'onduleurs, de convertisseurs, de 12 grosses batteries, et tout ça mis ensemble dans un conteneur maritime. Ce qui est nouveau ici, c'est que le prix des batteries lithium-ion sont plus abordables. Et donc, ils ont réussi à fournir 1 kWh solaire de jour comme de nuit à un tarif moins cher que le réseau. Donc, c'est ça l'intérêt de la solution dans un pays comme le Sénégal. La nouvelle centrale, puisque c'est une nouvelle version, alors le projet de centrale autonome, c'est pas quelque chose de tout neuf, on en a déjà vu plusieurs par le passé, mais ici, la nouvelle produit 5 fois plus d'énergie, alors qu'elle est moins chère que la version précédente qui fonctionnait avec des batteries en plomb. Un autre problème de ces batteries en plomb, c'est qu'elles ne pouvaient être déchargées que de 30% afin d'augmenter la durée de vie. Ici, on va pouvoir les décharger à 90% avec les batteries lithium-ion. Et le but, évidemment, c'est quoi? C'est qu'en journée, les panneaux solaires alimentent l'ensemble du centre hôtelier. L'excès de charge permet de recharger les batteries qui prennent le relais le soir. Et en journée, les batteries peuvent aussi aider en cas de faible luminosité ou bien s'il y a un pic de consommation. Et tout ça, c'est sous la tutelle de Laurent Minguet, qui est un entrepreneur, comme tu as dit, bien connu, qui avait repris la société EVS qui faisait ces caméras, qui permettaient de faire des arrêts sur image et tout ça aux Jeux Olympiques, et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître. Après, il a investi dans plusieurs projets durables et d'autres sociétés. Moi, je trouve ça c'est magnifique, parce que quand tu vois l'évolution, on arrive à faire une meilleure production moins chère. Alors après, c'est une échelle de temps évidemment un peu particulière, mais ça va dans le bon sens, quoi. J'ai envie de dire, c'est ça qui est intéressant. Je sais pas si ton van est équipé de panneaux solaires, Thierry. Et donc tu as une batterie, ce qu'on appelle une batterie cellule également, indépendante de celle du véhicule. Voilà, c'est ce qu'on appelle la batterie cellule et la batterie porteur. C'est en fait
là, pour le cas, une installation où j'ai 2 batteries branchées sur mon installation solaire, là, je suis sur du 100 watts et la place que j'ai à bord du toit me permettrait d'en ajouter un second. Puis c'est vrai que c'est le gros débat, les batteries plomb, batteries gel versus les batteries lipo. Je suis étonné d'un projet comme celui-là. Il a l'air très, très prometteur parce qu'effectivement, une batterie gel, pour vous donner une petite idée, en tout cas pour les prix ici en Suisse, on arrive à en trouver pour du 100 ampères-heure moins de 300 francs. Ça reste bon marché chez nous. La même batterie en lipo, lithium, en fait, on est presque autour des 3000 francs. Ouais. Elles ont diminué, elles sont en train de diminuer. Quand tu regardes les tarifs, moi je m'intéresse un peu au sujet aussi. Ça bouge. Ça bouge, ouais. Ça bouge et ça bouge dans le bon sens. L'offre et la demande, c'est toujours la même chose. Ouais. On voit que... Ouais, je suis le premier étonné parce qu'on voit effectivement ces prix de façon générale baisser. Comme il a été dit, effectivement, on peut aller sacrément loin dans la décharge. Ça, c'est ce qui est très, très intéressant. Ouais. Donc, on peut imaginer sur un fourgon aménagé vivre pendant plus d'une semaine en totale autonomie, sans bouger, sans faire tourner le moteur, puisqu'effectivement, ces 2 systèmes sont séparés. Et vous pourriez, avec des bons panneaux, chaque fois renouveler l'énergie que vous avez consommée. Et puis, on voit ces tarifs baisser. Mais si, alors, je ne tente pas de faire ça cale un tout petit peu. Sur AliExpress, vous allez trouver... Ouais. Je recommence ma phrase. Oui. Si vous allez sur ces sites chinois, faut pas les nommer, oui. Eh bien, vous allez trouver des batteries à des prix vraiment, vraiment bluffants. Alors, est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que c'est du fake? J'ai trouvé des batteries là où on les trouve ici autour des 3000 francs suisses, moins de 3000 francs suisses, pour quelques centaines de dollars chez nos amis chinois de Ali pour les mêmes capacités. À tester. Mais oui, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en matière d'évolution de prix. Puis en lithium-ion, on voit de plus en plus aussi des batteries, enfin des gens construire des boîtiers qui contiennent le chargeur, la prise 12 volts, la prise 220, etc., qui sont des batteries mobiles et qui permettent comme ça de le déplacer dans ton van, puis de le sortir, aller dans un atelier, le mettre ailleurs, et là dans des cas un petit peu éloigné, c'est un peu éloigné de la news de Xavier, mais qui permettrait également d'alimenter par exemple je sais pas, un bungalow, une tente, voilà, et donc qui permet également d'avoir comme ça un peu de mobilité avec son énergie, ce qui n'est pas inutile non plus. Voilà, enfin tout ça pour dire... on parle quand même d'un container, donc voilà, c'est moins ça, facile à transporter. Ouais, mais quand tu vois que finalement, l'un dans l'autre, oui, c'est clair que c'est plus difficile à transporter, mais on l'a conditionné en Belgique pour l'envoyer au Sénégal. C'est pas toutes les centrales électriques qu'on fabrique dans un pays pour la transporter dans un autre. Qu'on se comprenne, c'est facile à transporter pour des utilisations comme celle-là, moins pour une utilisation domestique. Bien d'accord, mais on n'a pas besoin de la même quantité d'énergie non plus, donc tout est proportionnel. Donc voilà, donc si vous avez vous chez vous des exemples de ces types-là de gens qui font des choses un petit peu folles, quoique ça reste encore raisonnable quand on réfléchit bien, n'hésitez pas à le partager avec la communauté en commentaire. C'est le genre d'infos que nous on aime beaucoup. Ah, on va parler sous-sous. Bah oui, quand on a un Suisse oui. Il faut qu'on parle un petit peu sous-sous. Donc, on reparle une fois de plus de la Libra. C'est un peu le serpent de mer, la Libra. Mais un serpent de mer qui est souvent sous l'eau. De temps en temps, il sort la tête, il fait... et puis il replonge. Oui, c'est un long feuilleton, effectivement. Et bien voilà, un peu à l'image de la rubrique sur les vannes, je vais venir, je pense, chaque fois avec la rubrique Libra, parce que on n'arrête pas d'en parler. J'avais évoqué effectivement le gros acteur PayPal qui avait commencé à réfléchir, et il est parti dans un oui mais non, comme vous aimez le citer. Et tout ça a fait apparaître quelque chose d'assez intéressant, puisqu'effectivement, après, ont suivi les Mastercard, les Visa, et la liste n'arrête pas de s'allonger. Mais c'est surtout, en fait, quelque chose qui est de plus en plus cité, pas par tous les médias, puisque, voilà, pour rappel, la Libra, c'est 28 acteurs qui avaient signé un accord sur le principe de partir sur cette nouvelle monnaie, pseudo-cryptée,
pseudos alignés, et là je mets des pseudos et des grosses guillemets parce que je ne suis pas un spécialiste de la branche. On en a déjà parlé d'ailleurs avec Sébastien dans les épisodes précédents. Je ne suis pas accusé de dire des bêtises, mais en fait... rares sont les médias qui ont balancé l'info sur le fait qu'en fait, le ticket d'entrée qu'on nous avait expliqué, qui était quand même de quelques millions de dollars, pour assurer une sorte de fonds commun, de pot commun pour démarrer le projet, eh bien en fait, c'était juste un accord de principe, une bête lettre à laquelle PayPal, le premier, a dit non, on va arrêter, ça va nous coûter beaucoup trop d'argent, ça va nous faire perdre du temps. On préfère se focaliser sur notre business. On n'a pas envie, justement, que ces doutes qui viennent autour de cette monnaie mettent en péril notre business, mais aussi nous fassent perdre du temps. Et puis, c'était rude quand même pour la Libra, puisque pour la petite histoire, PayPal est quand même un acteur incontournable du paiement en ligne. Et puis, comble de l'histoire, PayPal, il y a un monsieur, on le prête à une nationalité suisse, c'est David Marcus. Il a vécu ici à Genève et il a porté effectivement le projet PayPal et il se retrouve aux commandes de la Libra. Donc, c'est un double échec. Et cet échec, ce départ de PayPal a donné des envies, a suscité effectivement quelques vocations auprès des autres acteurs. Et donc là, je vous ai sorti un article du Temps qui suit de très près, tout en sachant que pendant ce temps, il y a toujours la FINMA, ce régulateur du monde bancaire ici en Suisse, qui étudie la faisabilité de la Libra pour lui donner le go, le no-go. Et pendant ce temps, la France avait déjà levé leur bouclier, ça continue avec d'autres pays. Avant même qu'elle existe, on entend beaucoup d'opposition contre le démarrage de cette monnaie souveraine. Et puis l'autre chose, on entend Zuckerberg qui est prêt. Alors ça, ce sont ses propos à prendre avec des pincettes, qui est prêt à se défaire de la Libra au niveau organisationnel, au niveau du travail effectif qu'il y a à faire pour accompagner ce projet. Ça me fait un peu doucement sourire, sachant qu'il ne faut pas oublier que la Libra va probablement d'abord concerner les millions ou les milliards, je crois qu'on est autour de milliards d'abonnés et utilisateurs du réseau bleu qui est Facebook. Ça vaut aussi pour Instagram, ça vaut aussi pour WhatsApp, les possessions, on va dire, autour de Facebook. Donc ça fait du monde. Ouais, c'est ça. Ça fait du monde, et puis on est bien loin des idées novatrices et altruistes qu'on avait prêtées à la Libra, qui était de proposer à des pays en développement un système de paiement, d'échange de monnaie plus simple pour ceux et celles qui sont pas ce qu'on appelle bancalisés. Donc on a oublié cette mission. On a de la peine à croire Marc, et puis on est en train de se poser la question, et s'il n'y avait pas eu Cambridge Analytica, est-ce qu'aujourd'hui il y aurait la Libra? Il va falloir revenir en troisième semaine, je pense, pour la réponse à la question. Ce poisson n'a pas fini de faire surface dans les épisodes des Technos et dans les différentes interventions que tu tiens dans d'autres podcasts aussi, d'ailleurs. Je pense que tu tiens un truc. Ça devient un running gag suisse. C'est un running gag à la sauce suisse, puisqu'effectivement, il y a David Marcus qui a vécu à Genève, il y a la Libra qui pose sa fondation ici à Genève, et puis Suisse de l'étape que je suis obligé de parler d'argent dans ce podcast. Donc c'est quand même assez fou, parce qu'on est fin octobre à l'heure où on enregistre cette émission, et tout ça a démarré il n'y a pas très longtemps. On était au mois d'août pour les effets d'annonce, pour le démarrage de tout ça. Vous avez vu ce qui s'est passé en quelques semaines. C'est assez bluffant. Tout va plus vite, monsieur. Tout va plus vite. Oui. Par exemple, notre abécédaire aussi. Parce que de la lettre L, Libra, on passe à la lettre S comme Silicon Valley, pour parler, alors que j'ai perdu le point, je suis tout flou. Je sais pas si vous avez remarqué, je vais arranger ça tout de suite. C'est très, très, très particulier, tout d'un coup je me rends compte que j'ai perdu le point. Ah, voilà, il est revenu. Silicon Valley, la série qui entame sa 6e saison, qui commence à peine à être diffusée aux États-Unis. Thierry, tu voulais en toucher un mot, parce qu'elle évolue, cette série. En tout cas, sa ligne varie un petit peu.
Oui, alors je pensais pas aussi tenir une rubrique sur les séries. Je dois avouer que je suis un fan de séries. On va pas parler de feu Game of Thrones, hein, ça me fait encore trop mal. Non, mais plus sérieusement, s'il y avait bien une série qui m'avait épaté dès les premiers épisodes, il y avait beaucoup de sarcasme, il y avait beaucoup de références, il y avait beaucoup d'humour. C'était Silicon Valley, qui est une sorte, en tout cas, qui nous avait été vendu au départ comme une sorte de pastiche de cet écosystème américain, la Silicon Valley, avec une start-up qui est presque née dans un garage, en tout cas qui connaît les débuts facétieux, difficiles de toute nouvelle entreprise. On nous campe cette start-up avec plusieurs profils entre, on pourrait presque parler d'un autiste, un rebelle. Tous les clichés sont là, en fait. Un développeur indien. Enfin bref, le melting pot est vraiment très très varié. Et tout a commencé dans le succès de Silicon Valley sur cette approche sarcastique de ce monde. D'ailleurs, regardez bien le générique, vous allez voir que d'une saison à une autre, il change, puisqu'on voit des bâtiments grandir puis disparaître, puisqu'ils font référence à certains réseaux sociaux que vous avez connus ou qui n'existent plus. Ou qui et comme tu disais, il évolue de saison en saison, et il y a des gens qui s'amusent à les analyser, ces génériques. Il y a des vidéos sur YouTube qui sont magnifiques, où on vous explique pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui jouent sur le toit de tel bâtiment, pourquoi? Parce que tout ça est lié à des faits d'actualité liés aux entreprises de la Silicon Valley, justement, des startups, du monde de la tech de manière plus globale, et c'est juste hilarant quand on le sait, et quand on rentre dans le truc, on se dit mais ils ont quand même osé faire des trucs incroyables. Incroyable au tel point que c'était difficile de voir où s'arrêtait la fiction, où démarrait la réalité, puisqu'effectivement on voit tout dans ces épisodes, les recherches de fonds, comment sont traités les investisseurs, les partenaires, mais le déclic a été très très fort le jour où TechCrunch a invité sur une de ses conférences quelques comédiens de cette série. C'était Inception, si on peut parler ainsi, de la Silicon Valley qui s'intéresse à une série qui elle-même pastiche la Silicon Valley. C'était une mise en abîme assez intéressante. Moi, j'adore les acteurs. Ils sont tous très, très forts. Entre le gars qui les accueille chez lui, le petit jeune qui travaille 120 heures par jour et tout le reste de l'équipe, on est vraiment dans un Polaroid quand même assez réaliste de ce qui se passe à la Silicon Valley. Et on nous vend cette nouvelle saison comme étant plus calme, plus gentille ou plus respectueuse de ce qui se passe, puisqu'effectivement, à l'image des génériques, il y a un travail de fond qui est juste monumental. Dans chaque épisode, vous allez voir la naissance de start-up, leur évolution, les recherches de fond, et vous allez pouvoir tirer des parallèles avec des histoires qui ont vécu. C'est assez bluffant. Et puis, Piper, la fameuse start-up dont on raconte l'histoire dans cette série, est troublante d'analogie avec des choses connues ou ayant existé. La rencontre fortuite avec la réalité est de plus en plus mince, et l'annonce de cette nouvelle série nous vend l'idée que, ça y est, on va peut-être arrêter de se moquer de la Silicon Valley, mais en même temps, quand on voit le teaser, je vous invite à aller le voir. Je pense qu'on va tous se réjouir pour aller dévorer cette nouvelle saison. Ça pas encore vu cette série. Ça, il faut que tu regardes ça. Il faut la regarder. Il faut vraiment. Je pense qu'elle est incontournable. Non, la saison 5, sincèrement. La saison 5, si je puis me permettre, flotte un peu. Soyons clairs. Les 4 premières sont à tomber par terre, et chaque fois, on se dit, mais c'est une caricature, c'est un pastiche, mais en même temps, il y a un fond de vérité comme ça qui plane et voilà. On peut se moquer entre guillemets du monde de la tech, mais quand c'est fait comme ça, c'est encore plus drôle. Voilà, c'est bien fait. Il y a rien d'autre à dire. On n'en avait jamais parlé en fait. En plus, on a déjà évoqué Pied Piper et Silicon Valley, la série, dans des épisodes, mais on n'avait jamais évoqué une saison en devenir. Il va falloir un petit peu attendre, je pense, avant de pouvoir y accéder chez nous. Mais quoi qu'il en soit, on sautera dessus dès que l'occasion se présentera, parce que
Moi, ça me fait toujours autant rire, et donc voilà. Et c'est bien aussi de les revoir, même si certaines chutes après, ça fait plus le même effet, hein, soyons clairs, mais quand on voit leur tête, c'est juste magnifique, quoi. Il y a plein de références sur YouTube à Silicon Valley avec les acteurs qui vont dans des présentations, qui vont sur des grands salons, des grandes foires ou autres technologiques, qui vont eux-mêmes faire des présentations. C'est assez sympa aussi. Ça. C'est assez bluffant et c'est assez drôle, sachant que c'est pas forcément des gens qui viennent de cet écosystème. Non. Le jour où il y a eu ce talk avec TechCrunch où ils ont invité la brochette d'acteurs, c'était quand même une sacrée mise en abîme. Ça a été très très prisé, ça a été très suivi. Mais pour la petite histoire, essayez de remettre la main là-dessus parce que vous allez voir que les acteurs n'ont pas perdu leur sens de l'humour. Il y avait peut-être quelque chose de prévu, mais ils arrivent encore dans un talk en face de TechCrunch, qui est quand même un des médias assez importants de ce monde-là, à se foutre de leur gueule. Donc c'est quand même assez bluffant. Et là, ils sont juste dans leur rôle, dans leurs habits de comédiens. Alors, je pense qu'ils ont de bons auteurs derrière aussi. Oui. Soyons très clairs. Clairement. Et ça reste du show à l'américaine, hein, soyons clairs, mais le résultat est là, il faut le reconnaître. On parle sécurité, les lettres S comme sécurité. WhatsApp qui accuse une autre entreprise de l'avoir piratée. Tu vas nous expliquer ça dans le détail, Xavier. Effectivement, c'est WhatsApp qui mène un procès contre la boîte de sécurité israélienne NSO Group. Donc elle l'accuse de piratage. Elle dit qu'elle serait à l'origine d'un piratage qui a provoqué la mise sur écoute de centaines d'appareils via WhatsApp. Donc c'est une attaque appelée Zero Day Exploit. C'est une fuite qui n'a fait l'objet en fait d'aucune publication, qui a été identifiée en mai et corrigée par WhatsApp. Et qu'est-ce que ça permettait de faire? Mais en fait, le pirate pouvait appeler quelqu'un via WhatsApp, installer un malware, donc un logiciel malveillant, obtenir un accès complet et puis avoir même accès aux messages WhatsApp qui sont normalement chiffrés de bout à bout, donc qui permettent de vraiment nuire à la confidentialité de la personne, à tout ce qu'elle a sur son téléphone. L'attaque était tellement rapide que parfois la personne n'entendait même pas le téléphone sonner. Et selon WhatsApp, il y a environ 1400 victimes qui, bizarrement, étaient toutes principalement des personnes comme des défenseurs des droits des citoyens, des journalistes, des fonctionnaires publics, des diplomates. Donc, ils ont l'impression que c'était quand même très ciblé. Et le directeur a annoncé qu'au fur et à mesure qu'ils ont collecté des informations, ils ont appris que les agresseurs avaient utilisé des serveurs et des services d'hébergement Internet qui étaient liés avant ça à NSO Group. Ils ont constaté également que pour faire les attaques, en fait, il y a des comptes WhatsApp qui étaient également liés à NSO au préalable et que les tentatives d'agression étaient vraiment très sophistiquées, mais pas celles qui permettent d'effacer les traces des attaquants. Et donc, c'est comme ça qu'ils prétendent pouvoir identifier la NSO. Alors, on sait que WhatsApp a été racheté par Facebook et le CEO de WhatsApp est vraiment encore très... attaque vigoureusement cette société. Par contre, Facebook, qui a fait parler d'elle dans la presse pour des problèmes de non-respect de la vie privée, etc., se fait beaucoup plus discrète sur le sujet, alors que NSO Group conteste, lui, fermement ces attaques. Ce genre de truc, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on sait jamais la vérité au bout de course. Ça, on est sûr de ça. c'est un truc. On sait qu'on ne saura jamais le fond de l'histoire. Hein. Thierry opine du chef. On vit maintenant dans un monde où des gens peuvent mentir d'une manière effrontée, ou pirater, ou voler, et dire non, j'ai pas fait. Ben, ok, on va s'en contenter, merci, au revoir monsieur, voilà, ou alors une petite amende, mais c'est tout quoi. Thierry, je sais pas ce que tu en penses, mais on en est là quand même, c'est ça quoi.
Oui, je pense qu'il faut maintenant s'habituer à voir ce genre de news passer toutes les semaines. Je crois que c'était effectivement dans un numéro de Les Technos qu'on citait une attaque qui avait tardé à être signalée. Je pense que ce genre de cas va exister de plus en plus et chez de plus en plus d'éditeurs. On est dans une ère qui va tellement vite où on balance des systèmes d'exploitation, des applications, tout ça pas terminé, pas forcément bien patché, contrôlé et compagnie. Et c'est l'utilisateur final qui fait les frais de tester tout ça et puis qui peut-être remontera les informations pour que peut-être l'éditeur les mette à jour. Mais voilà, je crois que le 100% sûr, c'est maintenant faut juste que un mythe. Il faut juste que ce soit qui s'envole. Il faut juste que ce soit dans l'intérêt d'un acteur quelconque de le dénoncer. À ce moment-là, peut-être que ça sort. Si c'est dans l'intérêt de personne, c'est où est le tapis, on va le glisser vite en dessous, tiens, voilà. C'est terminé, quoi. On n'en parle plus. Et effectivement, c'est nous qui en faisons les frais derrière. Xavier se lançait dans... Il y avait un truc tout d'un coup, il s'est dit tiens, j'ai encore un truc à dire. Vous voulez rajouter un truc vite fait J'allais dire que, en fait, moi, ce que j'aimerais finalement, c'est que ça nous pousse tous à utiliser des logiciels open source où s'il y a une faille, au moins elle sera connue de tout le monde, on pourra la retracer et il n'y a pas de choses qui sont cachées et que les sociétés disent ah mais on ne savait pas ou bien on savait mais on l'a pas dit, on pensait que personne d'autre ne le savait. Voilà. Ici si c'est de l'open source, mais au je suis moins d'accord s'il y avec a toi. quelque chose, On devrait être public, quoi. On devrait être un peu plus militant pour le coup sur ce domaine-là et ça fait l'objet, il faut le bien le reconnaître, entre chroniqueurs d'une réflexion qu'on a par rapport au ton et à l'axe, la ligne directrice, on va dire, des technos dans les semaines, les mois, les années qui viennent. Effectivement, tu fais bien de le rappeler. En même temps, il ne faut pas se voiler la face, c'est quand même rude et difficile de trouver des alternatives. Moi, j'ai un site qui me vient en tête que j'adore, c'est Alternative2. Vous tapez le nom d'un logiciel, d'un service en ligne, et il vous offre une liste de solutions alternatives, open source, payantes. Il fait le listing de tout ça. Ça va être dur, par exemple, de passer à autre chose que Facebook dans le libre, puisqu'effectivement, voilà, la force de frappe d'un réseau comme Facebook, je prends volontairement cet exemple, c'est la quantité de gens qui l'utilisent. Oui, mais en même temps, on peut s'en passer. Oui, il existe des alternatives. Des alternatives, et puis des fois, on n'en a pas besoin. On peut très bien. Je suis tout à fait d'accord, mais je parlais plus pour les applications style de messagerie, où finalement, il n'y a plus grand-chose à inventer. Applications. Je pense que pour des applications comme ça, la messagerie, les mails et ce genre de choses, on pourrait tout à fait utiliser du libre. Ici, il est marqué T comme trône, là depuis un moment. Oui, on va dire que c'est une rubrique récurrente. On va de nouveau parler d'une série T. Enfin, je dis télé, c'est un bien grand mot, puisqu'effectivement, la télévision, c'est cet appareil que vous allumiez à 19h30 pour voir le JT. Non, on va parler de séries vidéo, voilà, de séries fiction. Et T comme trône, c'est pour venir sur feu Game of Thrones. Alors, je sais que là, on va pas beaucoup parler de technologie, même si il y en avait eu pas mal quand même dans tous ces épisodes. Si vous regardez les premières saisons de Game of Thrones et vous essayez de tenir le coup à regarder la dernière saison, vous allez voir un gap énorme en matière de traitement d'image, d'effets spéciaux. Moi, quand j'ai suivi les conseils d'une amie que je salue au passage, c'est Victoria, ma partenaire in crime dans Le Meilleur d'eux, eh bien, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me conseille de regarder ? On dirait un truc au Moyen-Âge, enfin, ça ressemblait à rien. Et plus on avançait dans la série et dans les saisons, et plus on voyait les moyens financiers venir subvenir au décor, aux jeux d'acteurs, aux effets spéciaux et compagnie. Et si je vous parle de Game of Thrones, c'est parce qu'effectivement, autant ça s'est mal terminé, puisque, pour rappel, pour ceux qui étaient loin pendant 9 ans ou 7 ans qu'a duré cette série, eh bien... la série était basée sur un livre qui n'était pas terminé, puisque ils ont pris de l'avance sur le travail de l'écrivain, et tous deux, la maison de prod, les gens de HBO et Monsieur Game of Thrones, dont j'ai oublié son nom tellement il est connu, eh bien se sont mis d'accord sur l'idée
de faire un préquel. Alors, qu'est-ce que c'est un préquel ? Eh bien, c'est l'histoire avant celle qu'on connaît, et puis on va faire connaissance avec les dragons. Voilà, c'est effectivement l'histoire des dragons. On découvre à l'image quelques visuels qui laissent supposer qu'effectivement on va faire plus connaissance avec les dragons qui vont trouver la très belle mère des dragons qui... là, j'ai plus besoin de spoiler, la série est terminée, meurt à la fin puisqu'elle se fait cramer. Oui. Qui ne meurt pas à la fin. Elle se fait pas cramer. Elle se fait pas cramer. Elle se fait d'abord, trucider. Non, mais j'aime bien spoiler moi de temps en temps. Ça fait bien. Voilà. Moi, j'avais pas vu la fin. Si t'as pas vu la série, bah tant pis, désolé. Je vais vous avouer, je vais pas faire le snob, je vais vous avouer un truc, c'est que je n'ai vu que à peu près 12 secondes du premier épisode de Game of Thrones pour comprendre que c'était pas mon univers et que j'irais pas plus loin. Je respecte complètement la grande masse de population qui a adoré et qui ont suivi jusqu'au bout Game of Thrones. Moi, je suis pas fan du genre, c'est pour ça. Je suis pas sensibilisé à ça, donc voilà. Mais je suis tout à fait prêt à reconnaître les talents des uns et des autres, et voilà, ça c'est clair. Moi, pour être plus franc, j'ai regardé la série parce que j'avais pas envie de me taper le bouquin qui doit être épais comme ça. Puis quand je dis le bouquin, c'est qu'il y en a plusieurs. Monsieur est très prolixe, hein. Il est très 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 efficace dans l'écriture, à un tel point que tous les épisodes qui étaient basés sur ce qu'il avait écrit tenaient vraiment la route. Et là où ça a commencé à partir en cacahuète, c'est quand on a dû imaginer la suite et allez voir, faites un tour sur YouTube pour aller voir la tête des fans de Game of Thrones qui découvrent la fin. Le dernier épisode, c'est à mourir de rire de voir la réaction de la plupart d'entre eux. Quand tu dis que le bouquin est épais comme ça, ça veut dire tu montres avec tes doigts à peu près 6 cm, ça c'est si tu ne mets pas de post-it à chaque fois qu'il y a un mort. Parce que voilà. Si quelqu'un s'est amusé à faire ça, il y a une photo de ça sur internet il y a déjà quelques temps maintenant, où là le bouquin du coup est multiplié par 3 en épaisseur ou 4 en épaisseur parce qu'il y a des morts à toutes les pages. Exactement. Et je crois qu'il y avait une action, je ne sais plus si c'était du crowdfunding ou bien quoi, mais autour de $4,000, on pouvait espérer mourir dans l'histoire, puisque l'auteur s'engageait à écrire un passage sur lequel on vous citait pour vous faire mourir. Voilà, $4,000 pour se faire trucider. À voir. Oui, c'est ça. Alors qu'il est tellement simple de se faire rappeler Kenny et d'aller dans South Park. Voilà. Dans chaque épisode. Allez, on passe à la suite. Bah oui, on va en reparler. Pas très longtemps, mais on va en parler quand même, parce que tu as fait un tour dans un salon suisse du caravaning, du véhicule de loisirs, comme on l'appelle dans certains pays, le Swiss Caravan Salon. Qu'est-ce que tu en as retenu ? Qu'est-ce que tu as vu comme, je vais dire, innovation technologique, mais au sens large, hein, soyons clairs. Oui, alors ça va être très très large. Ça va être très très large parce qu'effectivement, autant j'ai pas eu l'occasion d'aller au Bourget à Paris pour le VDL, le salon de véhicules de loisirs. 220 000 mètres carrés d'exposition, indoor et outdoor, donc intérieur, extérieur pour parler français, des véhicules à plus en finir, de l'innovation, beaucoup d'équipementiers, de la technologie, en voiture, voilà. Et je me devais quand même d'aller jusqu'à Berne, notre capitale helvétique, qui accueille depuis de nombreuses années, ça se compte en plusieurs dizaines d'années, le salon Swiss Caravan Salon, qui lui s'étend sur environ 22 000 ou 20 000 mètres carrés. Il y a un petit peu d'exposition à l'extérieur. Et alors là, je vais tout de suite faire des déçus, puisqu'effectivement, si on devait parler de technologie, je pourrais arrêter ma chronique ici. Pourquoi ? Parce que j'ai pris une claque en allant à ce salon. Autant j'étais excité, j'étais curieux de découvrir ce qui avait été découvert à Paris. On a vu quand même des acteurs parmi les équipementiers venir avec de très très belles choses. On parlait tout à l'heure de batterie, on parlait de solaire. Il y a un pléthore effectivement de belles solutions, parce que c'est un véritable challenge que de pouvoir être en autarcie, de pouvoir miser sur l'autonomie énergétique. Pour la petite histoire, c'est en France que j'ai trouvé un procédé vraiment très très efficace, alimenté certes en énergie, mais qui se plonge dans vos réservoirs d'eau pour faire qu'elle soit potable, au lieu d'y mettre des pastilles pour la désinfecter. Et puis après, il faut avoir un sacré
sacré courage pour la boire. Ben là, c'est en fait par électrolyse qu'on va dégager de l'azote, purifier l'eau, enlever certaines bactéries pour que vous puissiez quand même compter sur les 100 litres d'eau que vous avez à bord d'un véhicule. Et quelle ne fut pas ma déception en arrivant à Berne en ne voyant pas ou très peu d'acteurs en matière d'innovation technologique, d'équipementier. Pour la petite histoire, j'ai vu des éplucheurs de légumes et des brosses à chiottes. Je n'ai pas tout de suite compris le rapport. Voilà, il y avait de la place pour des stands comme ça. Mais la deuxième claque, je l'ai reçue très tôt le matin puisque j'ai fait l'exercice d'aller sur place avec Yoko. Donc j'ai dormi à Berne. Petite parenthèse, je pensais arriver, trouver ma place. Il faut quand même se délester de quelques dizaines de francs pour dormir sur place. C'est un peu plus sympa, mais ça reste quand même un gros parking. C'est un peu plus sympa qu'à Paris. Eh bien, en arrivant à minuit, je suis quand même arrivé dans les dernières places qui restaient. C'était quand même assez bluffant de voir tout ce monde qui avait fait le voyage à Berne. Et donc, le lendemain matin, la première claque, elle n'a pas traîné, c'est la moyenne d'âge. C'est du senior, c'est du retraité. Donc, tous ces aspects technologiques, tous ces envies d'aménagement, tout ça, vous oubliez parce qu'effectivement, ce public-là, en tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué chez certains vendeurs, s'en fout royalement. On est dans des véhicules très chers, on a des très, très gros véhicules. J'ai vu des choses à plus d'1,5 million de francs suisses. Donc, il y a aussi ces fameuses maisons sur roues. Et puis, on est en face de vendeurs qui n'ont pas faim. Pour la petite histoire, je voulais garder pour l'émission. Je me suis baladé avec mon badge presse. Bah oui, tant qu'à faire, je me suis permis d'y aller en tant que média. Donc j'avais ça autour du cou, bien visible dans tous les stands que j'ai visités. Ben, là où dans toutes les foires que je fais, comme la prochaine, ça sera à Las Vegas, vous êtes alpagué en 2 secondes parce qu'effectivement vous êtes intéressant, parce que vous êtes un média. Ici, zéro vendeur, zéro stand m'a chopé par la chemise pour me poser des questions ou simplement essayer de me vendre quelque chose. Donc on va dire, pour résumer, le marché du fourgon, de la caravane, du camping-car marche très très bien en Suisse. Je vais finir par un petit bémol. On a mis quand même un petit coin, c'est sympa. C'était aussi une des raisons pour lesquelles j'allais là-bas. On a improvisé un petit coin avec des copeaux de bois, un feu de bois, une ambiance un peu roots, un peu van lifer. Il y avait effectivement des van lifer allemands, suisse-allemands, rien. Zéro comme francophone, et ils étaient presque cantonnés dans un espace, presque parqués dans un coin comme une espèce de bête sauvage. Et je ne suis pas resté longtemps tellement l'ambiance était un peu zarbi. Et bien loin du rêve du gars qui prend la route et puis qui vit une nouvelle vie. Là, c'était glauque. Ceci étant dit, pour avoir vu pas mal de commentaires à la suite justement du VDL à Paris, donc l'autre grand salon, je pense qu'il y a 2 mondes en fait aujourd'hui dans ce domaine-là. Il y a effectivement le monde du caravaning, les pensionnés qui ont mis de l'argent de côté, qui vont investir dans un véhicule pour partir en vacances, pour tracer la route, etc. Peut-être réaliser un rêve, qui cherchent quand même un certain confort avec voilà. Ça, c'est un monde qui existe depuis très très longtemps. Ça fait le caravaning, c'est depuis qu'il y a les congés payés, je pense, que ça existe ou presque. Oui. Et par ailleurs, tu as ce nouveau monde des digital nomades, des vanlifers, etc., qui ont besoin d'un peu de technologie quand même, parce que ce que tu fais là, monsieur, madame, tout le monde n'est pas capable de le faire, et n'a peut-être pas envie de le faire, parce que c'est juste un véhicule pour partir en vacances, et c'est pas un endroit où on va nécessairement aussi travailler. Il y a 2 mondes qui ne s'opposent pas, mais qui en tout cas n'ont pas les mêmes intérêts, qui est celui des gens qui vont en vacances et des gens qui vivent nomades. Et donc, il y a peut-être les gens qui organisent ces salons ont peut-être quelque chose à trouver, un lien à trouver entre les deux, et de pouvoir parler aux 2 communautés quelque part, et d'être à armes égales, parce qu'il y a plein d'intervenants. On parlait de batteries là tout à l'heure et de panneaux solaires. Il y a des intervenants qui se spécialisent justement dans la vie nomade, dans les camions, dans ce que toi tu fais, etc. Il y a un véritable marché, on va dire, technologique autour de ce qu'on appelle communément la van life, mais qui pourrait s'appeler n'importe comment. Enfin, c'est plus qu'une façon de vivre, c'est un choix, voilà.
il y a des choses à faire de ce côté-là et c'est mal exploité. Sur le site de SwissCaravanSalon.ch, non. Oui. La seule information un peu technologique que j'ai trouvée, c'est ça. C'est une batterie lithium. Voilà. Il faut se contenter de ça. C'est dans un hall. Il y en a une qui est présentée. Voilà. Alors il y avait un peu de technologie, mais je suis un peu resté sur ma faim. Là où je pense à Paris, on pouvait, je pense, voir beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'acteurs. J'ai fait connaissance avec un équipementier en panneaux solaires très très souple, véritablement bluffant, un des rares justement qui a vu mon badge et qui m'a chopé au passage, et du coup il en est sorti une discussion super intéressante. Mais je vous ai gardé le meilleur pour la fin. J'ai malheureusement pas d'image parce que j'ai pas retenu la marque tellement j'ai été bluffé. Alors c'est pas tout à fait un accessoire qui pourra trouver sa place dans un fourgon aménagé, dans une caravane, dans un camping-car, mais quoi qu'il en soit, ces gens, ce constructeur était là présent avec un drôle de toilette. À imaginer, le bidet en question est quand même assez volumineux, il est même très haut, je l'ai trouvé assez imposant, et en fait à sa base, tout en bas, il y avait un compartiment depuis lequel on peut sortir une grosse cuve qui fait, je pense, 50 cm de diamètre, et puis qui avait été marqué par le temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai découvert des toilettes à combustion. Ah oui. Je ne savais pas que ça existait. Je croyais que c'était à bulle, moi. Imaginez des toilettes où vous brûlez vos excréments. Voilà. C'est une note très poétique avec laquelle on finit cette rubrique van. Mais déjà, j'ai été bluffant sur le fait que ces gens étaient présents à ce salon. Mais en plus, je ne savais pas que de telles toilettes existaient. Donc, on voit des mises en scène dans l'appartement, dans votre salle de bain, etc. Et vous voyez le bidet qui campe à côté d'une grosse bonbonne de gaz, puisqu'effectivement, on crame tout ça une fois terminé. Je ne sais pas comment ça marche après, parce qu'il faudra quand même enlever les cendres. Ouais. Mais surtout, il faut un petit peu attendre que le vent tourne aussi par la même occasion. Oui, voilà. Il ne faut peut-être pas allumer tout de suite. Pas faire n'importe quoi. Et puis, pour la petite histoire, bien sûr, c'est pas donné. Hein. Ça se compte en milliers de francs suisses. Mais tu parles de toilettes. Il y a aussi une version en or. Non, il n'y a pas de version dorée, version limitée à 10 fois le prix. Non, c'est un autre podcast. Non, ceci étant dit, moi je vois régulièrement, et après on clôt le chapitre van, mais ça peut faire partie des technologies aussi, c'est que ces vannes sont souvent vannes, caravanes, mobilhome, motorhome, tout ce que vous voulez, sont équipées de toilettes chimiques. Or, il y a, justement, quand je parlais des gens de ces communautés de gens qui tracent la route parce qu'ils ont envie de vivre une vie nomade, ça va aussi de pair avec une certaine façon de voir la nature, de s'en approcher, etc. Et il est hors de question, évidemment, de partir avec des toilettes chimiques ultra polluantes, alors qu'il est tellement simple d'installer des toilettes sèches, par exemple. Et ça, il y a pas grand-chose qui existe sur le marché aujourd'hui. Voilà. On n'est clairement pas du tout en face d'une clientèle qui est prête à ça. Comme je vous disais, j'ai vu des véhicules qui avoisinaient les centaines de milliers de francs, et c'est le toilette chimique qui trône sur le choix premier pour la plupart de ces véhicules, là où je crois avoir vu aucune autre alternative à part ces fameuses toilettes à gaz, mais qui là pour le coup sont pas franchement adaptées pour un véhicule. Moi je suis pas mécontent avec Yoko d'avoir des toilettes sèches, parce que on comprend très vite l'avantage d'avoir un tel procédé, puisqu'effectivement là vous êtes plus tributaire des lieux de vidange et l'achat de ces produits, et puis surtout rejeter tout ça dans la nature, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas tout le monde qui doit passer, je pense, gentiment dans ces lieux de vidange pour se délester de certaines matières. On va dire ça. Je vois Xavier qui est hilar depuis un moment de côté. Où est-ce que je suis tombé? Je serai dans un podcast où on parle des toilettes de popo dans une caravane. De popo, voilà. Les technologies mènent à tout. On n'a pas prononcé le mot caca. Non, voilà, c'est raté. Ah là, on l'a fait maintenant. On arrive à la lettre V comme voiture autonome, et on va reparler de Porsche. Je sais pas qui en parle, c'est Xavier, je pense, qui parle de ce brevet très spécial déposé par Porsche.
Oui, donc en plus du design et des performances, on sait que la firme allemande continue à explorer des nombreuses pistes au niveau des nouvelles technologies. Après le lancement de la Taycan, Porsche va cette fois-ci innover en se concentrant du côté des conducteurs des voitures autonomes, puisque Porsche a déposé des brevets pour des sièges conducteurs multimodes. Qu'est-ce qu'on entend par là? Ce sont des sièges qui vont se reconfigurer en plusieurs positions. Il va y avoir une position conduite qu'ils appellent directionnelle, une position travail axée sur la productivité, une position détente qui va être complètement inclinée. Alors en mode conduite, c'est évidemment un mode où le siège va permettre d'accéder facilement au volant et aux pédales. En mode travail, on va maintenir le conducteur assis plutôt droit pour qu'il puisse travailler, mais du coup il doit être plus loin du volant, plus de place pour les pieds pour être quand même à l'aise. Et alors, on a le mode détente qui, en fait, va être très similaire à ce qu'on retrouve dans un avion en classe affaires, avec une position beaucoup plus inclinée. On va être encore beaucoup plus loin du volant et des pédales. Et le but, là, est d'être confortable lors de longs trajets avec un véhicule autonome. Donc voilà, c'est un brevet dans lequel on aurait peut-être plus attendu un Tesla ou autre, mais donc ils essayent vraiment de... Pas une position popo, c'est bizarre. Qui sait Bientôt des toilettes sèches dans la Taycan. Avec son petit saut de sciure à côté. Pourquoi pas? Oui, parce que c'est chiant conduire. Pardon. Non, mais voilà, c'est des brevets comme ça, quand ça sort. C'est ça qui est toujours amusant avec les brevets, c'est qu'il y a toujours des fuites. À un moment donné, ça, c'est public, on y a accès. Donc on peut imaginer un tas de trucs. Pourquoi est-ce qu'ils ont déposé ce machin-là? Si ça se trouve, ils le feront jamais. Hein. Il y a eu plein de trucs comme ça qui ont été brevetés et qui ne se feront jamais. Parce qu'on avait vu, par exemple, on en a parlé la semaine passée ou la semaine d'avant, je ne sais plus, la voiture électrique de Dyson, par exemple. Là aussi, on avait des croquis rapidement faits, etc. Ça se fera pas, manifestement. Donc voilà. Je sais pas ce qu'en pense justement le porschiste vaudois. Moi, je suis étonné que alors Ferdinand doit se retourner dans sa tombe, parce que c'est quand même étonnant pour une Porsche de proposer un tel brevet, sachant que tout l'intérêt d'avoir une Porsche, c'est de la conduire. Se retrouver à lui confier la conduite autonome. Alors là, je suis peut-être un vieux con quand je parle comme ça, parce qu'effectivement, c'est quand même sympa de conduire une bagnole comme celle-ci. Ok, c'est cher, ok, c'est bruyant. Là, je parle loisir, des moteurs à essence à explosion. Mais c'est là où réside le plaisir. Je pense que les amoureux de la marque allemande s'y retrouvent avec ça. Alors, est-ce que c'est peut-être pour un petit peu semer le trouble, ou alors ça va s'adresser à un autre type de véhicule qu'un véhicule sportif? Il faudra voir, parce qu'effectivement, maintenant, la gamme chez Porsche, c'est très, très élargi. Je me souviendrai toujours le jour où en plaisantant, je dis, un jour, il faudrait que Porsche fasse des remorques avec le même design que la 911, avec sa courbe, avec son dessin très, très typique. Et Vlatipa, que, en fait, de remorque naissait... la Porsche Cayenne, le fameux 4x4, le SUV, si tant est qu'on peut appeler ça un SUV. Donc oui, il y a peut-être encore des surprises, ils en ont encore un petit peu sous le capot, et peut-être que ça c'est dédié à autre chose qu'un véhicule sportif. En tout cas, je l'espère, parce que je refais référence au test Tesla versus Porsche. Ou plus, aller voir les images de Top Gear, c'est superbement bien tourné comme ils savent le faire. Hein. Ils se font plaisir chaque fois avec du drone, avec des vues sous tous les angles. C'est une bagnole qu'on a plaisir à conduire. Il faut appeler un chat un chat. C'est un loisir pour ceux qui en ont les moyens déjà, et voilà, c'est pas donné à tout le monde, mais bon voilà, effectivement c'est moins un plaisir si la bagnole conduit toute seule. Ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Donc à faire qu'elle conduise toute seule et qu'on reste dehors, qu'on la regarde. Qu'elle nous fasse un live stream de ce qu'elle voit. Si ça se trouve, dans 50 ans, ce sera ça le plaisir d'avoir une Porsche, monsieur. Ce sera de s'asseoir le long du trottoir et de la regarder passer. C'est pas comme un drone. C'est peut-être ça l'idée. Bon, on verra bien. Hein, on n'y est pas encore. On a un peu de temps devant nous, je crois.
Et on termine cet épisode avec la lettre W et le bébé, j'ai envie de dire, de Thierry Weber. W comme Weber aussi. Le meilleur du web. Le meilleur du web, c'est le meilleur.ch. Le meilleur de Le meilleur de est l'association qui fédère et qui organise tous les prix, le meilleur du web, le meilleur de la pub, le meilleur du marketing. Et on a connu, il y a encore quelques jours, la première édition du meilleur des RP, les relations publiques. Et je ne pouvais pas résister à l'envie de vous parler de ce prix. Alors pour la petite histoire, qu'est-ce que c'est le meilleur du web ? C'est un prix qui récompense les métiers du web, du numérique ici en Suisse romande. On découvre le site fêtier, mais depuis celui-là, vous allez pouvoir découvrir les différents autres prix. Je vous parle spécifiquement ce soir du meilleur du web. Pourquoi ? Parce qu'il a une particularité, ce prix, il va fêter ses 10 ans l'année prochaine. Et ça fait quelques années qu'on voit des agences étrangères venir se mesurer aux agences suisses. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut soit être une agence suisse romande qui est travaillée pour un client en Suisse ou à l'étranger, soit une agence étrangère qui a travaillé pour un client en Suisse romande. Et là, ce soir, je ne vais pas donner leur nom parce qu'effectivement, on les a vus dans d'autres éditions. Il y a des Belges qui viennent se frotter aux Suisses et il y a des Suisses qui travaillent pour les Belges. C'est assez marrant de voir effectivement que cet écosystème sort un peu de nos frontières pour leur donner de la visibilité. Le prix a vu le jour pour ça, puisque, je le répète inlassablement, en Suisse, on ne sait pas parler de soi, on n'ose pas le faire, on n'est pas assez fier de le faire, on n'ose pas montrer ce qu'on a réalisé. Voilà, le prix a vu le jour pour ça. Il a pour vocation, le temps d'une soirée, de montrer les meilleurs projets dans pas moins de 10 catégories. Et puis, force est de constater qu'il y a de plus en plus d'acteurs étrangers qui viennent se mesurer aux agences suisses, qui viennent un petit peu aussi grignoter leur part de marché, puisque ces agences étrangères viennent pour travailler ici sur des clients suisses. Ça se tiendra le 27 novembre prochain, à Lausanne, puisqu'effectivement, historiquement, on calait ça fin novembre pour pouvoir être libre début décembre, à l'époque, pour aller à Paris, le web, souvenez-vous. Loïc Lemer, si tu m'entends, je te salue. Donc voilà, on a gardé fin novembre pour la date. Ça se tiendra au musée olympique de Lausanne. Très très bel écrin pour cette soirée. Et puis ce soir, j'ai envie de vous faire plaisir. S'il y a des auditeurs qui ont envie de venir jusqu'en Suisse, c'est très volontiers. Je vous trouve quelques passes, parce que pour la petite histoire, j'ai rien à gagner dans tout ça, puisque je fais à côté de mon métier l'organisation de ce prix, puisque par exemple, la seule agence qui ne participera jamais, qui n'a jamais participé depuis 9 ans, c'est la mienne, pour pouvoir ne pas être jugé parti. Et venez à cette soirée, c'est le temps d'une soirée, vous allez voir tout l'écosystème. Les 10 ans, on va faire quelque chose de très très gros, de très très beau, parce qu'on a envie de célébrer les 10 ans du numérique. On a un spectre, un scope de tout ça, un polaroid de la situation qui est assez intéressant à travailler l'année prochaine. Et puis le temps d'une soirée, si vous êtes indépendant, vous êtes professionnel du web, vous allez pouvoir vous mêler à tout cet écosystème, parce que c'est véritablement une super opportunité de network, parce qu'il faut savoir que toutes les agences qui participent ne savent pas si elles sont shortlistées et ou gagnantes, donc elles sont toutes obligées de venir à la soirée. Si on ne sait pas y venir, est-ce qu'il y aura un feed de vidéo, un truc en live à voir ou... Alors on a eu par le passé travaillé avec mes collègues de Wiscop, où on avait un petit record. On l'avait fait parce que quelques années durant, on a eu l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, comme partenaire. Et je suis pas peu fier de pouvoir vous dire qu'à une de ces retransmissions, à une de ces remises de prix, on a avoisiné les 11 000 personnes sur un live sur Wiscop. On va peut-être faire quelque chose à nouveau sur Lausanne, mais en tout cas, l'entier de la soirée sera aussi capturé en vidéo. Il y aura de quoi la revoir après coup également. Parce que c'est souvent séquence de rattrapage. Tu parlais du web, de Loïc Lemer. C'était une des valeurs ajoutées du rendez-vous, même si on n'était pas là pour réseauter, comme tu disais, et de rencontrer du monde. Ça permettait quand même d'assister à quelques présentations et quelques pitchs sympas, et c'était relativement inspirant aussi. Donc c'est quelque chose qui peut avoir un attrait pour ceux qui n'y sont pas, en l'occurrence, ou qui sont trop loin pour pouvoir s'y rendre. Donc le meilleur du
ce que vous voulez. Cette semaine, c'était le meilleur du popo, c'était le meilleur du van. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout, effectivement. Puisque c'est avec cette lettre W qu'on va clôturer cet épisode 231. Il n'y aura pas de ouais mais non cette semaine. Mais non, on en a mis 2 la semaine passée, donc forcément là on est un petit peu coincé du coup. Si vous avez des idées de oui mais non, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Hein, puis on va réfléchir à cette idée de merchandising autour du oui mais non. Peut-être faire des t-shirts, des mugs, le mug oui mais non, voilà. Oui mais non powered by les technos, par exemple. Des choses comme ça. Je sais pas si l'un de vous avait un truc à rajouter. Merci en tout cas, quoi qu'il en soit, à tous les deux d'avoir participé à cet épisode, à Xavier d'avoir pris un peu au pied levé l'une des positions sur ce hors-série. Il faut savoir, je le dis comme ça en passant, qu'on s'organise un peu entre nous avec un agenda et que certains sont prévus d'office, comme c'était le cas de Thierry. Certains se mettent en réserve en disant s'il y a personne, je pourrais peut-être le faire. Et là, en l'occurrence, c'était Sébastien qui avait dit je pourrais peut-être le faire, et puis finalement, il n'a pas pu le faire. Et donc, c'est Xavier qui l'a remplacé le remplaçant, quelque part. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Mais Sébastien, vous le retrouverez, je pense, la semaine prochaine déjà, pour l'épisode 232, ou la semaine d'après, je ne sais plus très vite. Quoi qu'il en soit, voilà, on arrive au bout. Qu'est-ce que je voulais rajouter encore ? N'hésitez pas à écouter le Off. C'est le second petit podcast qui vient après celui-ci. C'est un peu les coulisses des technos. C'est le podcast qui ne s'adresse qu'à vous, qui êtes resté jusqu'au bout d'un épisode. C'est pour ça que j'en parle à la fin, parce que c'est vraiment le podcast pour les fans. Je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter. Oui, j'adore ce format. Moi, je suis un fan de Anchor, donc j'ai trouvé très très sympa de découvrir une autre facette. Il y a quelque chose en parallèle comme ça de très sympa, et c'est vrai, c'est aller installer Anchor, aller suivre le off, parce que c'est ça fait que démarrer. C'est pas un teaser, c'est pas un making of, c'est c'est pas mal du tout. J'aime bien le format. On parlait dernièrement sur d'autres podcasts, mais qu'est-ce que c'est un podcast? Et toi-même qui a été interviewé par la radio belge, en fait le podcast c'est que du podcast, pour reprendre le terme attribué aussi à la télé, et cette forme de podcast me plaît bien. Non, vraiment c'est un format très très sympa. Donc ça n'a pas vocation à être très régulier ni à faire une audience monstrueuse, tu l'auras bien compris, c'est juste destiné à ceux qui nous écoutent et les plus fidèles des auditeurs des technos, pour les tenir informés des avancées, on va dire, des technos. Comme par exemple le recrutement éventuel prochain de nouveaux chroniqueurs et de nouvelles chroniqueuses, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à nous le faire savoir si ça vous intéresse. Je vois Xavier qui se dit « Ah, enfin, je vais pouvoir dormir le jeudi soir. » J'entends la voix de Seb, et si tu es blonde. Et si tu es bon, oui, enfin ça, évidemment. Donc, si vous avez envie de participer à un podcast tel que les technos et de rejoindre l'équipe de manière régulière, et que vous suivez l'actualité technologique et que vous avez envie de partager cette veille avec les auditeurs des technos, et que vous avez surtout des opinions à partager par rapport à cette veille, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Vous envoyez un petit mail sympa à équipe@lestechnos.be avec peut-être un lien vers une vidéo que vous avez déjà produite ou d'un podcast auquel vous avez déjà participé. N'envoyez pas de fichiers, parce que je pourrais pas les lire, mais envoyez un lien, ça, il n'y a aucun souci. Un WeTransfer ou autre, si vous avez des médias à transférer. Donc voilà, équipe@lestechnos.be, la porte est ouverte, donc à vous de voir, et c'est pas pour un engagement immédiat, c'est pas pour un engagement du tout parce qu'il n'y a pas de budget, donc ce sera pour une participation bénévole et régulière aux technos à partir de janvier, par exemple, voilà, puisqu'ici le planning est déjà fait, comme ça vous savez tout jusqu'à la fin de l'année. Merci à Thierry pour ta participation, merci à Yoko de t'avoir supporté son van, et lui, ce qui est bien, c'est que là il va pouvoir, dès qu'il a débranché la prise, il peut se coucher c'est fait, c'est bon. Voilà, c'est prêt de se coucher, ça va être bientôt soirée mousse dans Yoko, Oui, il manque plus que le fumigène et la boule à facettes. C'est une idée. J'ai pas encore installé la machine à fumer, mais ça va. On connaît des Vinelifers qui l'ont fait dans un bus. Oui. Merci encore à Xavier, et on se dit à très bientôt. On était un peu long cette semaine, mais c'est pas grave, on s'est fait plaisir aussi. À très bientôt, au revoir.